La méthode progressive-régressive. J'ai dit que nous acceptions sans réserve les thèses exposées par Engels dans sa lettre à Marx. Les hommes font leur histoire eux-mêmes, mais dans un milieu donné qui les conditionne. Toutefois, ce texte n'est pas des plus clairs et il reste susceptible de nombreuses interprétations. Comment faut-il entendre en effet que l'homme fait l'histoire si, par ailleurs, c'est l'histoire qui le fait? Le marxisme idéaliste semble avoir choisi l'interprétation la plus facile, entièrement déterminée par les circonstances antérieures, c'est-à-dire en dernière analyse par les conditions économiques. L'homme est un produit passif, une somme de réflexes conditionnés. Mais cet objet inerte, en s'insérant dans le monde social, au milieu d'autres inerties partiellement conditionnées, contribue par la nature qu'il a reçue à précipiter ou à freiner le cours du monde. Il change la société comme une bombe. Sans cesser d'obéir au principe d'inertie, peut détruire un immeuble. En ce cas, la différence entre l'agent humain et la machine serait nulle. Marx écrit en effet: l'invention d'un nouvel instrument de guerre, l'arme à feu, devait nécessairement modifier toute l'organisation intérieure de l'armée. Les rapports dans le cadre desquels les individus forment une armée et qui font de celle-ci un tout organisé, enfin également les rapports entre armées différentes. Pour tout dire, l'avantage semble ici pour l'arme ou pour l'utile. Leur simple apparition bouleverse tout. Cette conception peut se résumer par ces déclarations du Courrier européen de Saint-Pétersbourg. Marx considère l'évolution sociale comme un procès naturel régi par des lois qui ne dépendent pas de la volonté, de la conscience ni de l'intention des hommes, mais qui, au contraire, les déterminent. Marx les cite dans la deuxième préface du Capital. Les reprend-il à son compte? C'est difficile à dire. Il félicite le critique d'avoir décrit excellemment sa méthode, et lui fait observer qu'il s'agit en fait de la méthode dialectique. Mais il ne s'étend pas sur le détail des remarques et termine en notant que le bourgeois pratique prétend nettement conscience des contradictions de la société capitaliste, ce qui semble la contrepartie de son affirmation de 1860. Le mouvement ouvrier représente la participation consciente au processus historique qui bouleverse la société. Or, on observera que les remarques du Courrier européen ne contredisent pas seulement le passage précité de Verwoerd, mais aussi ce texte qu'on connaît bien, la troisième thèse sur Feuerbach. La doctrine matérialiste selon laquelle les hommes sont un produit des circonstances et de l'éducation ne tient pas compte du fait que les circonstances sont modifiées précisément par les hommes et que l'éducateur doit être éduqué lui-même. Ou bien c'est une simple tautologie et nous devons tout simplement comprendre que l'éducateur lui-même est un produit des circonstances et de l'éducation, ce qui rendrait la phrase inutile et absurde. Ou bien c'est l'affirmation décisive et l'irréductibilité de la praxis humaine. L'éducateur doit être éduqué. Cela signifie que l'éducation doit être une entreprise. Si l'on veut donner toute sa complexité à la pensée marxiste, il faudrait dire que l'homme, en période d'exploitation, est à la fois le produit de son propre produit et un agent historique qui ne peut en aucun cas passer pour un produit. Cette contradiction n'est pas figée. Il faut la saisir dans le mouvement même de la praxis. Alors elle éclairera la phrase d'Engels. Les hommes font leur histoire sur la base de conditions réelles antérieures, au nombre desquelles il faut compter les caractères acquis, les déformations imposées par le mode de travail et de vie, l'aliénation, etc. Mais ce sont eux
qui font, qui la font et non les conditions intérieures. Autrement, ils seraient les simples véhicules de forces inhumaines qui régiraient à travers eux le monde social. Certes, ces conditions existent et ce sont elles seules, qui peuvent fournir une direction et une réalité matérielle aux changements qui se préparent. Mais le mouvement de la praxis humaine les dépasse en les conservant. Et certainement les hommes ne mesurent pas la portée réelle de ce qu'ils font, ou de moins cette portée doit leur échapper tant que le prolétariat, sujet de l'histoire, n'aurait pas, dans un même mouvement, réalisé son unité et pris conscience de son rôle historique. Mais si l'histoire m'échappe, cela ne vient pas de ce que je ne l'ai fait pas. Cela vient de ce que l'autre l'a fait aussi. Engels, de qui nous avons sur ce sujet beaucoup de déclarations peu compatibles entre elles, a, dans la guerre des paysans, en tout cas montré le sens qu'il donnait à cette contradiction. Après avoir insisté sur le courage, la passion des paysans allemands, sur la justesse de leurs revendications, sur le génie de certains chefs, en particulier de Munzer, sur l'intelligence et l'habileté de l'élite révolutionnaire, il conclut à la guerre des paysans, seuls les princes pouvaient gagner quelque chose. Donc ce fut son résultat. Ils gagnèrent non seulement de façon relative, parce que leurs concurrents, clergé, noblesse, ville, se trouvèrent affaiblis, mais aussi de façon absolue, parce qu'ils remportèrent les dépouilles opium des autres ordres. Qu'est-ce donc qui a volé la praxis des révoltés? Simplement les séparations qui avaient pour origine une condition historique déterminée, le morcellement de l'Allemagne. L'existence de mouvements provinciaux nombreux qui n'arrivaient pas à s'unifier et dont chacun autre que les autres agissait autrement, suffit à déposséder chaque groupe du sens réel de son entreprise. Cela ne veut pas dire que l'entreprise comme action réelle des hommes sur l'histoire n'existe pas, mais seulement que le résultat atteint, même conforme à l'objectif qu'on se proposait, est radicalement différent de ce qu'il paraît à l'échelle locale, quand on le replace dans le mouvement totalitaire. Finalement, le morcellement du pays a fait échouer la guerre, et la guerre n'a eu pour résultat que d'aggraver et que de consolider ce morcellement. Ainsi l'homme fait l'histoire. Cela veut dire qu'il s'y objective et s'y aliène. En ce sens, l'histoire, qui est l'œuvre propre de toute l'activité de tous les hommes, leur apparaît comme une force étrangère, dans la mesure exacte où ils ne reconnaissent pas le sens de leur entreprise, même localement réussie, dont le résultat total est objectif, en faisant le pays séparé. Les paysans d'une certaine province ont gagné pour ce qui est d'eux, mais ils ont affaibli leur classe et cette défaite se retournera contre eux lorsque les propriétaires fonciers, sûrs de leur force, renieront leurs engagements. Le marxisme au XIXe siècle est une tentative gigantesque, non seulement pour faire l'histoire, mais pour s'emparer d'elle, pratiquement et théoriquement, en unifiant le mouvement d'ouvriers et en éclairant l'action du prolétariat par la connaissance du processus capitaliste et de la réalité objective des travailleurs. Au terme de cet effort, par l'unification des exploités et par la réduction progressive du nombre de classes en lutte, l'histoire doit avoir enfin un sens pour l'homme. En prenant conscience de lui-même, le prolétariat devient sujet de l'histoire, c'est-à-dire qu'il doit se reconnaître en elle. Même dans le combat quotidien,
La classe ouvrière doit obtenir ces résultats conformes à l'objectif visé ou dont les conséquences au moins ne se retourneront pas contre elle. Nous n'en sommes pas là. Il y a des prolétariats, simplement parce qu'il y a des groupes de production nationaux qui se sont développés différemment. Mais connaître la solidarité de ces prolétariats serait aussi absurde que de sous-estimer leur séparation. Il est vrai que les divisions brutales et leurs conséquences théoriques, pourrissement de l'idéologie bourgeoise, arrêt provisoire du marxisme, obligent notre époque à se faire sans se connaître, mais d'autre part, bien que nous subissions plus que jamais ces contraintes, il n'est pas vrai que l'histoire nous apparaisse tout à fait comme une force étrangère. Elle se fait chaque jour par nos mains, autre que nous ne croyons la faire, et par un retour de flamme. Nous fait autre que nous ne croyons naître, ou devenir, et pourtant, elle est moins opaque qu'elle n'a été. Le prolétariat a découvert et livré son secret. Le mouvement de capital est conscient de lui-même, à la fois par connaissance que les capitalistes en prennent et par l'étude qu'en font les théoriciens du mouvement ouvrier. Pour chacun, la multiplicité des groupes, leurs contradictions et leurs séparations apparaissent situées à l'intérieur d'unifications plus profondes. La guerre civile, la guerre coloniale et la guerre étrangère se manifestent à tous, sous la couverture ordinaire des mythologies, comme des formes différentes et complémentaires d'une même lutte de classe. Il est vrai que la plupart des pays socialistes ne se connaissent pas eux-mêmes, et pourtant la déstalinisation, comme le montre l'exemple polonais, est aussi un progrès vers la prise de conscience. Ainsi, la pluralité des sens de l'histoire ne peut se découvrir et se poser pour soi que sur le fond d'une totalisation future, en fonction de celle-ci et en contradiction avec elle. Cette totalisation, c'est notre office théorique et pratique de la rendre chaque jour plus proche. Tout est encore obscur et, pourtant, tout est en pleine lumière. Nous avons, pour nous en tenir à l'aspect théorique, les instruments, nous pouvons établir la méthode. Notre tâche historique au sein de ce monde polyvalent, c'est de rapprocher le moment où l'histoire n'aura qu'un seul sens et où elle tendra à se dissoudre dans les âmes concrets qui le feront en commun. Le projet. Ainsi, l'aliénation peut modifier les résultats de l'action, mais non sa réalité profonde. Nous refusons de confondre l'homme aliéné avec une chose, et l'aliénation avec les lois physiques qui régissent les conditionnements d'extériorité. Nous affirmons la spécificité de l'acte humain, qui traverse le milieu social tout en conservant les déterminations et qui transforme le monde sur la base de conditions données. Pour nous, l'homme se caractérise avant tout par le dépassement d'une situation, parce qu'il parvient à faire de ce qu'on a fait de lui, même s'il ne se reconnaît jamais dans son objectivation. Ce dépassement, nous le trouvons à la racine de l'humain et d'abord dans le besoin. Il est ce qui rejoint, par exemple, la rareté des femmes marquisiennes comme fait structurel de groupe, à la polyandrie comme institution matrimoniale. Car cette rareté n'est pas un simple manque. Sous sa forme la plus nue, elle exprime une situation dans la société et renferme déjà un effort pour la dépasser. La conduite la plus rudimentaire doit se déterminer à la fois par rapport aux facteurs réels et présents qui la conditionnent
et par rapport à un certain objet à venir qu'elle tente de faire naître. Ce que nous nommons le projet. Par là, nous définissons une double relation simultanée par rapport aux données, le praxis et négativité. Mais il s'agit toujours de la négation d'une négation par rapport à l'objet visé et les positivités. Mais cette positivité débouche sur le non-existant, sur ce qui n'a pas encore été. Fuite et bond en avant, refus et réalisation tout ensemble, le projet retient et dévoile la réalité des passés, refusée par le mouvement même qui la dépasse. Ainsi la connaissance est un moment de la praxis, même de la plus rudimentaire, mais cette connaissance n'a rien d'un savoir absolu. Définie par la négation de la réalité refusée au nom de la réalité à produire, elle reste captive de l'action qu'elle éclaire et disparaît avec elle. Il est donc parfaitement exact que l'homme est le produit de son produit. Les structures d'une société qui s'est créée par le travail humain définissent pour chacun une situation objective de départ. La vérité d'un homme, c'est la nature de son travail et c'est son salaire. Mais elle le définit dans la mesure même où il la dépasse constamment par sa pratique, dans une démocratie populaire en faisant par exemple du travail noir ou en devenant activiste ou en résistant sûrement à l'élévation des normes, dans une société capitaliste en s'affiliant aux syndicats, en votant pour la grève, etc. Or, ce dépassement n'est concevable que comme une relation de l'existant assez possible. D'ailleurs, dire d'un homme ce qu'il est, c'est dire du même coup ce qu'il peut et réciproquement les conditions matérielles de son existence circonscrivent le champ de ses possibilités. Son travail est trop dur, il est trop là pour faire preuve d'une activité syndicale ou politique. Ainsi, le champ des possibles est le but vers lequel l'agent dépasse sa situation objective, et ce champ, à son tour, dépend étroitement de la réalité sociale et historique. Par exemple, dans une société où tout s'achète, les possibilités de culture sont pratiquement éliminées pour les travailleurs si la nourriture absorbe 50% ou plus de leur budget. La liberté des bourgeois, au contraire, réside dans la possibilité de consacrer une part toujours croissante de leurs revenus aux postes de dépenses les plus variés. Mais si réduit soit-il, le champ des possibles existe toujours et nous ne devons pas l'imaginer comme une zone de détermination, mais au contraire comme une région fortement structurelle, qui dépend de l'histoire entière et qui enveloppe ses propres contradictions. C'est en dépassant le donné vers le champ des possibles et en réalisant une possibilité entre toutes que l'individu s'objective et contribue à faire l'histoire. Son projet prend alors une réalité que l'agent ignore peut-être et qui, par les conflits qu'elle manifeste et qu'elle engendre, influence le cours des événements. Il faut donc concevoir la possibilité comme doublement déterminée. D'une part, c'est au cœur même de l'action singulière, la présence de l'avenir comme ce qui manque et ce qui dévoile la réalité par cette absence même. D'autre part, c'est l'avenir réel et permanent que maintient et transforme sans cesse la collectivité. Lorsque les besoins communs entraînent la création de nouveaux offices, par exemple la multiplication des médecins dans une société qui s'industrialise, ces offices non encore remplis ou vécant par suite des retraites, des morts, constituent pour certains un avenir réel, concret et possible. Ils peuvent faire leur médecin,
Ils peuvent faire leur médecine. La carrière n'est pas encombrée. Du coup, leur vie s'ouvre jusqu'à la mort. Toutes choses égales, d'ailleurs, les professions de médecin militaire, de médecin de campagne, de médecin colonial, etc., sont caractérisées par certains avantages et certaines obligations qu'ils connaîtront vite. Cet avenir, bien sûr, n'est que partiellement vrai. Il suppose un statu quo et un minimum d'ordre, exclusion des hasards, ce que contredit justement l'historialisation constante de toute société. Mais il n'est pas faux non plus puisque c'est lui, autrement dit les intérêts de la profession, de la classe, etc., la division toujours plus poussée du travail, etc., qui manifeste d'abord les contradictions présentes de la société. Il se présente donc comme possibilité schématique et toujours ouverte et comme action immédiate sur le présent. Inversement, il définit l'individu dans sa réalité présente. Les conditions que doivent remplir les étudiants en médecine dans une société bourgeoise sont révélatrices en même temps de la société, de la profession et de la situation sociale de celui qui l'exercera. S'il est encore nécessaire que les parents soient fortunés, si l'usage des bourses d'études n'est pas répandu, le futur médecin est désigné à lui-même comme membre de la classe moyenne. En revanche, il prend conscience de sa classe par l'avenir qu'elle lui rend possible, c'est-à-dire à travers la profession choisie. Celui qui ne remplit pas les conditions requises, au contraire, la médecine devient son manque, sa déshumanité, d'autant plus que beaucoup d'autres carrières lui sont en même temps fermées. C'est de ce point de vue peut-être qu'il faudrait aborder le problème de la paupérisation relative. Tout l'homme se définit négativement par l'ensemble des possibles qui lui sont impossibles, c'est-à-dire par un avenir plus ou moins bouché. Pour les classes défavorisées, chaque enrichissement culturel, technique ou matériel de la société représente une diminution, un appauvrissement, l'avenir est presque tout entier barré. Ainsi, positivement et négativement, les possibles sociaux sont vécus comme détermination schématique de l'avenir individuel. Et le possible le plus individuel n'est que l'intériorisation et l'enrichissement d'un possible social. Un rampant a pris un avion dans un camp voisin de Londres et, sans avoir jamais piloté, il a traversé la Manche. C'est un homme de couleur. Il lui est interdit de faire partie du personnel volant. Cette interdiction devient pour lui un appauvrissement subjectif. Mais le subjectif se dépasse aussitôt dans l'objectivité. Cet avenir refusé lui reflète le destin de sa race et le racisme des Anglais. La révolte générale des hommes de couleur contre les colons s'exprime en lui par le refus singulier de cette interdiction. Il affirme qu'un avenir possible aux Blancs est possible à tous. Cette position politique, dont il n'a sans cesse pas une conscience claire, il la vit comme obsession personnelle. L'aviation devient sa possibilité, comme avenir clandestin. En fait, il choisit une possibilité déjà reconnue par les colons ou colonisés, simplement parce qu'on ne peut pas la railler au départ. C'est de la rébellion, du risque, du scandale, de la répression. Or, ce choix nous permet de comprendre en même temps son projet individuel et le stade actuel de la lutte des colonisés contre les colons. Les hommes de couleur ont dépassé le moment de la résistance passive et de la dignité, mais le groupe dont il fait partie n'a pas encore les moyens de dépasser la révolte individuelle et le terrorisme.
il devient d'autant plus individu et singulier. Ce jeune rebelle que la lutte en son pays réclame provisoirement des actes individuels. Ainsi, la singularité unique de cette personne, c'est l'intériorisation d'un double avenir, celui des Blancs et celui de ses frères, dont la contradiction est vécue et surmontée, dans un projet qui la lance vers un avenir fulgurant et bref. Son avenir brisé aussitôt par la prison ou la mort accidentelle. Ce qui donne au culturalisme américain et aux théories de Cardinet leur aspect mécaniste et périmé, c'est que les conduites culturelles et les attitudes de base, ou les rôles, etc., ne sont jamais conçus dans la vraie perspective vivante, qui est temporelle, mais tout au contraire comme des déterminations passées qui gouvernent les hommes à la manière dont une cause gouverne ses effets. Tout change si l'on considère que la société se présente pour chacun comme une perspective d'avenir, et que cet avenir pénètre au cœur de chacun comme une motivation réelle de ses conduites. Les marxistes sont inexcusables de se laisser duper par le matérialisme mécaniste, puisqu'ils connaissent et approuvent les gigantesques planifications socialistes. Pour un Chinois, l'avenir est plus vrai que le présent. Tant qu'on n'aura pas étudié les structures d'avenir dans une société déterminée, on s'exposera nécessairement à rien comprendre au social. Je ne puis décrire ici la vraie dialectique du subjectif et de l'objectif. Il faudrait montrer la nécessité conjointe de l'intériorisation de l'extérieur et de l'extériorisation de l'intérieur. La praxis, en effet, est un passage de l'objectif à l'objectif par l'intériorisation. Le projet comme dépassement subjectif est l'objectivité vers l'objectivité, tendu entre les conditions objectives du milieu et les structures objectives du champ des possibles, représente en lui-même l'unité mouvante de la subjectivité et de l'objectivité. C'est détermination cardinale de l'activité. Le subjectif apparaît alors comme un moment nécessaire du processus objectif. Pour devenir des conditions réelles de la praxis, les conditions matérielles qui gouvernent les relations humaines doivent être vécues dans la particularité des situations particulières. La diminution du pouvoir d'achat ne provoquerait jamais d'action revendicative si les travailleurs ne la ressentaient dans leur chair sous forme d'un besoin ou d'une crainte fondée sur de cruelles expériences. La pratique de l'action syndicale peut accroître l'importance et l'efficacité des significations objectives chez le militant entraîné. Le taux des salaires et l'indice des prix peuvent par eux-mêmes éclairer ou motiver son action, mais toute cette objectivité se rapporte finalement à une réalité vécue. Il sait ce qu'il a ressenti et ce que d'autres ressentiront. Or, ressentir, c'est déjà dépasser vers la possibilité d'une transformation objective. Dans l'épreuve du vécu, la subjectivité se retourne contre elle-même et s'arrache au désespoir par l'objectivation. Ainsi, le subjectif retient en soi l'objectif, qu'il nie et qu'il dépasse vers une objectivité nouvelle. Et cette nouvelle objectivité, à son titre d'objectivation, extériorise l'intériorité du projet comme subjectivité objectivée. Ce qui veut dire à la fois que le vécu en tant que tel trouve sa place dans le résultat et que le sens projeté de l'action apparaît dans la réalité du monde pour prendre sa vérité dans le processus de totalisation. Seul le projet comme médiation entre deux moments de l'objectivité peut rendre compte de l'histoire,
c'est-à-dire de la créativité humaine. Il faut choisir, en effet, où l'on réduit tout à l'identité, ce qui revient à substituer un matérialisme mécaniste au matérialisme dialectique, ou bien l'on fait de la dialectique une loi céleste qui s'impose à l'univers, une force métaphysique qui engendre par elle-même le processus historique, et se retomber dans l'idéalisme hegelien, ou bien l'on rend à l'homme singulier son pouvoir de dépassement par le travail et l'action. Cette solution seule permet de fonder dans le réel le mouvement de totalisation. La dialectique doit être cherchée dans le rapport des hommes avec la nature, avec les conditions de départ et dans les relations des hommes entre eux. C'est là qu'elle prend sa source comme résultante et l'affrontement des projets. Les caractères de projets humains permettent seuls de comprendre que ce résultat soit une réalité neuve et pour vous d'une signification propre, au lieu de rester tout simplement une moyenne. Il est impossible de développer ici ces considérations qui feront l'objet de l'autre ouvrage contenu dans ce volume, seconde partie. Je me borne donc ici à 3 observations qui permettront en tout cas de considérer cet exposé comme une problématique sommaire de l'existentialisme. Numéro 1. Le donné que nous dépassons à tout instant par le simple fait de le vivre ne se réduit pas aux conditions matérielles de notre existence. Il faut y faire entrer, je l'ai dit, notre propre enfance. Celle-ci qui fut à la fois une appréhension obscure de notre classe, de notre conditionnement social à travers le groupe familial et un dépassement aveugle, un effort maladroit pour nous en arracher, finit par s'inscrire en nous sous forme de caractère. C'est à ce niveau que se trouvent les gestes appris, gestes bourgeois, gestes socialistes, et les rôles contradictoires qui nous compriment et nous déchirent. Par exemple, pour Flaubert, le rôle d'enfant rêveur et pieux est celui de futur chirurgien, fils d'un chirurgien athée. À ce niveau aussi, les traces qu'ont laissées nos premières révoltes, nos tentatives désespérées pour dépasser une réalité qui étouffe, et les déviations, les torsions qui en résultent. Dépasser tout cela, c'est aussi le conserver. Nous penserons avec ces déviations originelles, nous agirons avec ces gestes appris et que nous voulons refuser. En nous projetant vers notre possible pour échapper aux contradictions de notre existence, nous les dévoilons et elles se révèlent dans notre action même. Bien que cette action soit plus riche qu'elle et nous fasse accéder à un monde social où de nouvelles contradictions nous entraîneront à des conduites nouvelles. Ainsi, l'on peut dire à la fois que nous dépassons sans cesse notre classe et que, par ce dépassement même, notre réalité de classe se manifeste. Car la réalisation du possible aboutit nécessairement à la production d'un objet ou d'un événement dans le monde social. Elle est donc notre objectivation et les contradictions originelles qui s'y reflètent témoignent de notre aliénation. Par cette raison, on peut comprendre à la fois que le capital s'exprime par la bouche du bourgeois et que le bourgeois ne cesse de dire plus et autre chose que le capital. En fait, il dit n'importe quoi. Il dit ses goûts alimentaires, ses préférences artistiques, ses haines et ses amours qui, tous, en tant que tels, sont irréductibles au procès économique et qui se développent selon leurs propres contradictions. Mais la signification universelle et abstraite de ces propositions particulières est en effet le capital, et rien d'autre que lui.
Il est exact que cet industriel est en vacances, se livre frénétiquement à la chasse, à la pêche sous-marine pour oublier ses activités professionnelles et économiques. Il est exact aussi que cette attente passionnée de poissons, du gibier, a chez lui un sens que la psychanalyse peut nous faire connaître, mais il n'en demeure pas moins que les contradictions matérielles de l'acte le constituent objectivement comme exprimant le capital, et que, d'ailleurs, cet acte lui-même, par ses répercussions économiques, s'intègre dans le processus capitaliste. Par là même, il fait statiquement l'histoire au niveau des rapports de production, parce qu'il contribue à maintenir les structures sociales existantes. Mais ces conséquences ne doivent pas nous détourner de prendre l'acte à différents niveaux de plus en plus concrets et d'examiner les conséquences qu'il peut avoir à ces niveaux. De ce point de vue, tout acte et toute parole ont une multiplicité hiérarchisée des significations. Dans cette pyramide, la signification inférieure et plus générale sert de cadre à la signification supérieure et plus concrète, mais bien que celle-ci ne puisse jamais sortir du cadre, il est impossible de l'en déduire ou de l'y dissoudre. Par exemple, le malthusianisme de patronat français entraîne dans certaines couches de notre bourgeoisie une tendance marquée à l'avarice. Mais si l'on ne voyait dans l'avarice de tel groupe, de telles personnes, que le simple résultat de malthusianisme économique, on manquerait la réalité concrète, car l'avarice naît dès la petite enfance. Lorsqu'on sait à peine ce qu'est l'argent, c'est donc aussi une manière défiante de vivre son propre corps et sa situation dans le monde. Et c'est un rapport à la mort. Il conviendra d'étudier ces caractères concrets sur la base du mouvement économique, mais sans méconnaître leur spécificité. C'est seulement ainsi que nous pourrons viser à la totalisation. Cela ne veut pas dire que la condition matérielle, ici le malthusianisme français, le courant des investissements qu'il détermine, le resserrement du crédit, etc., soit insuffisamment déterminante par rapport à l'attitude considérée. Ou, si l'on préfère, il n'est besoin de lui ajouter aucun autre facteur, à la condition que l'on étudie à tous les niveaux l'action réciproque des faits qu'elle engendre à travers les projets humains. Le malthusianisme peut être vécu par le fils d'un petit patron, cette catégorie archaïque que nous malthusiens conservent et qui les soutient à travers la pauvreté et l'insécurité de sa famille et comme la nécessité perpétuelle de calculer, d'économiser sou par sou. Cet enfant peut en même temps découvrir en son père, qui n'est bien souvent que son propre salarié, un attachement d'autant plus farouche à la propriété que celle-ci est plus menacée. Et, dans certaines circonstances, on peut ressentir la lutte contre la mort comme un autre aspect de cette fureur de posséder. Mais ce rapport immédiat à la mort que le père fuit dans la propriété, il vient justement de la propriété elle-même en tant qu'elle est vécue comme intériorisation de l'extériorité radicale. Les caractères spécifiques de la chose possédée, ressentis comme séparation des hommes et solitude de propriétaire en face de sa propre mort, conditionnent sa volonté de resserrer les liens de possession, c'est-à-dire de trouver sa survie dans l'objet même qui lui annonce sa disparition. L'enfant peut découvrir, dépasser et conserver d'un même mouvement l'inquiétude du propriétaire au bord de la ruine et de l'homme en proie à la mort. Entre l'une et l'autre, il réalisera une médiation nouvelle qui peut être justement l'avarice. Ces différents moments de la vie du père ou du groupe familial ont pour source commune
les relations de production saisies à travers le mouvement de l'économie française, mais ils sont diversement vécus, parce que la même personne, et à la forte raison leur groupe, se situe à des niveaux divers par rapport à cette source unique mais complexe. Patron, producteur, il travaille souvent lui-même, consommateur, etc. Chez l'enfant, ces moments entrent en contact, se modifient les uns les autres dans l'unité d'un même projet et constituent par là même une réalité nouvelle. Il convient toutefois de donner quelques précisions. En premier lieu, rappelons que nous vivons notre enfance comme notre futur. Elle détermine gestes et rôles dans une perspective à venir. Il ne s'agit nullement d'une renaissance mécanique de montage, puisque les gestes et les rôles sont inséparables du projet qui les transforme. Ce sont des relations indépendantes des termes qu'elles unissent et que nous devons retrouver à tous les moments de l'entreprise humaine. Dépassés et maintenus, ils constituent ce que j'appellerais la coloration interne du projet. Par là, je les distingue aussi bien les motivations que des spécifications. La motivation de l'entreprise ne fait qu'un avec l'entreprise elle-même. Les spécifications et le projet ne sont qu'une seule et même réalité. Enfin, le projet n'a jamais de continu puisque ses objectifs lui sont à la fois unis et transcendants. Mais sa coloration, c'est-à-dire subjectivement son goût, objectivement son style, n'est pas autre chose que le dépassement de nos déviations originelles. Ce dépassement n'est pas un mouvement instantané, c'est un long travail. Chaque moment de ce travail est à la fois dépassement et, dans la mesure où il suppose pour soi la pure et simple subsistance de raison, une vie se déroule en spirale. Elle repasse toujours par les mêmes points, mais à des niveaux différents d'intégration et de complexité. Enfant, Flaubert se sent frustré par son frère aîné de la tendresse paternelle. Achille ressemble au père Flaubert. Pour plaire à celui-ci, il faudrait imiter Achille. L'enfant se refuse dans la bouderie et le ressentiment. Entré au collège, Gustave trouve la situation inchangée. Pour plaire au médecin-chef qui fut un brillant élève, Achille, 9 ans plus tôt, a conquis les premières places. Si son cadet souhaite forcer l'estime du père, il faut qu'il obtienne pour les mêmes devoirs les mêmes notes que son frère aîné. Il se refuse, sans même formuler son refus. Cela veut dire qu'une résistance innommée le freine dans son travail. Il sera un assez bon élève, ce qui, chez Flaubert, est le déshonneur. Cette deuxième situation n'est rien d'autre que la première resserrée par ce nouveau facteur qu'est le collège. Les contacts de Gustave avec ses condisciples ne sont pas des conditions dominantes. Le problème familial est si grave pour lui qu'il ne s'occupe pas d'eux. Il est humilié devant la réussite de certains et de ses condisciples. C'est uniquement parce que ses succès confirment la supériorité d'Achille. Prix d'excellence dans toutes les classes. Le troisième moment, Flaubert accepte de faire son droit pour être plus sûr de différer d'Achille. Il décide de lui être inférieur. Il détestera sa future carrière comme la preuve de cette infériorité, se lancera dans la surcompensation idéaliste et, pour finir, acculé à devenir procureur. Il s'en tirera par ces crises hystériformes. Est un enrichissement et un resserrement des conditions initiales. Chaque phase, isolée, semble répétition.
Le mouvement qui va de l'enfance aux crises nerveuses est au contraire un dépassement perpétuel de ces données. Il aboutit en effet à l'engagement littéraire de Gustave Flaubert. Mais en même temps que celles-ci sont passées dépassées, elles apparaissent à travers toute l'opération comme passé dépassant, c'est-à-dire comme avenir. Nos rôles sont toujours futurs. Ils apparaissent à chacun comme des tâches à remplir, des embûches à éviter, des pouvoirs à exercer, etc. Il se peut que la paternité soit, comme le prétendent certains sociologues américains, un rôle. Il se peut aussi que tel jeune marié souhaite devenir père pour s'identifier ou se substituer à son propre père, ou, au contraire, pour se délivrer de lui en assumant son attitude. De toute façon, cette relation passée, ou en tout cas vécue profondément dans le passé, avec ses parents ne se manifeste à lui que comme la ligne de fuite d'une entreprise nouvelle. La paternité lui ouvre la vie jusqu'à la mort. Si c'est un rôle qu'on invente, qu'on ne cesse pas d'apprendre dans des circonstances toujours neuves et qu'on ne sait à peu près qu'au moment de mourir. Complexe style de vie et révélation du passé des passants, comme avenir à créer, font une seule et même réalité. C'est le projet comme vie orientée, comme affirmation de l'homme par l'action, et c'est en même temps cette brume d'irrationalité non localisable, qui se reflète au futur dans nos souvenirs d'enfance et de notre enfance dans nos choix raisonnables d'amour. L'autre remarque qu'il convient de faire se rapporte à la totalisation comme mouvement de l'histoire et comme effort théorique et pratique pour situer un événement, un groupe ou un homme. J'ai fait observer tout à l'heure qu'un même acte pouvait être apprécié à des niveaux de plus en plus concrets et par conséquent qu'il exprimait par une série de significations fort diverses. Il n'en faudrait surtout pas conclure, comme font certains philosophes, que ces significations demeurent indépendantes, séparées, pour ainsi dire, par des distances infranchissables. Bien sûr, le marxiste ne tombe pas, en général, dans ce défaut. Il montre comme les significations des superstructures s'engendrent à partir des infrastructures. Il peut aller plus loin et montrer en même temps que leur autonomie, la fonction symbolique de certaines pratiques ou de certaines croyances superstructurelles. Mais cela ne peut suffire à la totalisation comme processus de dévoilement dialectique. Les significations superposées sont isolées et dénombrées par l'analyse. Le mouvement qui les a rejointes dans la vie est, au contraire, synthétique. Le conditionnement reste le même, donc ni l'importance des facteurs ni leur ordre ne sont changés. Mais on perdra de vue la réalité humaine si l'on n'envisage pas les significations comme des objets synthétiques, pluridimensionnels, indissolubles, qui occupent des lieux singuliers dans un espace-temps à dimensions multiples. L'erreur est ici de réduire la signification vécue à l'énoncé simple et linéaire qu'en donne le langage. Nous avons vu au contraire que la révolte individuelle du voleur d'avions est une particularisation de la révolte collective des colonisés, en même temps d'ailleurs qu'elle est, par son incarnation même, un acte émancipateur. Il faut comprendre que cette relation complexe de la révolte collective et de l'obsession individuelle ne peut être ni réduite à un lien métaphorique, ni dissoute dans la généralité. La présence concrète de l'objet obsessionnel, de l'avion, les soucis pratiques, comment y monter, quand, etc., sont des irréductibles. Cet homme ne voulait pas faire une démonstration politique, il s'occupait de son destin individuel.
Mais nous savons aussi que ce qu'il faisait, la revendication collective, le scandale émancipateur, ne pouvait pas ne pas être implicitement contenu par ce qu'il croyait faire, et que d'ailleurs il faisait aussi, car il a volé l'avion, l'a piloté et s'est tué en France. Impossible de séparer ces deux significations, ni de réduire l'une à l'autre. Ils sont deux faces inséparables d'un même objet. En voici une troisième, le rapport à la mort, c'est-à-dire le refus et l'assomption tout ensemble d'un avenir barré. Cette mort traduit en même temps l'impossible révolte de son peuple, donc son rapport actuel avec les colonisateurs, la radicalisation de la haine et du refus, enfin le projet intime de cette âme, son choix d'une liberté éclatante et brève, d'une liberté pour mourir. Ces différents aspects du rapport à la mort sont unis à leur tour et irréductibles les uns aux autres. Ils apportent de nouvelles dimensions à l'acte. En même temps, ils réfléchissent le rapport au colonisateur et le rapport obsessionnel à l'objet, c'est-à-dire les dimensions précédemment dévoilées, et ils se réfléchissent en elles, c'est-à-dire que ces déterminations contiennent et ramassent en elles la révolte par la mort et la liberté pour mourir. Nous manquons naturellement d'autres informations. Nous ignorons justement quelle enfance, quelle expérience, quelles conditions matérielles caractérisent l'âme et colorent le projet. Nul doute, cependant, que chacune de ces déterminations apporterait sa propre richesse, contiendrait en elle les autres. L'enfance qu'elle ait pu être, n'a-t-elle pas été l'apprentissage de cette condition désespérée, de cet avenir sans avenir, etc. Le lien de la mort à l'enfance est si étroit, si fréquent chez tous qu'on peut se demander aussi s'il n'y a pas eu dès les premières années un projet de témoigner pour mourir, etc. Et par un éclairage particulier, ne montrerait sa propre existence dans les autres significations, comme une présence écrasée, comme le lien irrationnel de certains signes, etc., et la matérialité même de la vie, croit-on qu'elle n'est pas là, elle aussi, comme condition fondamentale et comme signification objective de toutes ces significations. Le romancier nous montrera tantôt l'une, tantôt l'autre de ces dimensions comme des pensées qui alternent dans l'esprit de son héros. Il mentira. Il ne s'agit pas, ou pas nécessairement, de pensées, et toutes sont données ensemble. L'homme est enfermé dedans. Il ne cesse d'être lié à tous ces murs qui l'entourent, ni de savoir qu'il est demeuré. Tous ces murs font une seule prison, et cette prison, c'est une seule vie, un seul acte. Chaque signification se transforme, ne cesse de se transformer, et sa transformation se répercute sur toutes les autres. Ce que la totalisation doit découvrir alors, c'est l'unité pluridimensionnelle de l'acte. Cette unité conditionne de l'interpénétration réciproque et de la relative autonomie de signification. Nos vieilles habitudes de pensée risquent de la simplifier, et la forme actuelle de langage est peu propre à la restituer. C'est pourtant avec ces mauvais moyens et ces mauvaises habitudes qu'il nous faut essayer de rendre l'unité complexe et polyvalente de ces facettes comme loi dialectique de leur correspondance, c'est-à-dire des liaisons de chacune avec chacune et de chacune avec toutes. La connaissance dialectique de l'homme, après Hegel et Marx, exige une rationalité nouvelle. Faute de vouloir construire cette rationalité dans l'expérience, je mets en fait qu'il ne se dit ni
ne s'écrit aujourd'hui sur nous et nos semblables, ni à l'est ni à l'ouest, pas une phrase, pas un mot qui ne soit une erreur grossière. La méthode progressive